Voilà, Cyril Chabagnier, président de la CFTC, qu'attendez-vous d'entendre qu'est-ce que vous voulez entendre de la part d'Elisabeth Borne demain? C'est clair, on souhaite et on demande à ce que ce texte soit retiré, qu'on soit reconvoqué autour de la table, qu'on négocie réellement une réforme des retraites juste et efficace, ce qui n'est pas du tout le cas de cette réforme proposée. Donc on attend l'apaisement et le seul apaisement possible. Et on voit bien auprès de nos concitoyens, c'est le retrait de cette mesure phare des 64 ans et donc le retrait du texte. Mais vous le voyez arriver, le mur, quand même, parce que là, a priori, la Première ministre ne va pas retirer la réforme. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Je n'ai pas parlé avant que la Première ministre nous ait donné sa réponse, mais dans les premiers échanges, ou en tout cas ces premières déclarations, on sent que ça ne va pas dans ce sens-là. Voilà. Mais nous, demain, on y va pour ça, pour redemander, pour dire encore une fois que ça fait 3 mois qu'il y a des millions de personnes qui sont dans la rue, que les salariés le refusent, que les concitoyens le refusent, qu'il faut apaiser, qu'il faut écouter, et que maintenant, il faut retirer ce texte et renégocier. Mettons que vous arrivez à Matignon, dans le bureau de la Première ministre, retirez-vous la réforme? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous faites demi-tour, vous claquez la porte? D'abord, ça se passe pas comme ça, puisque la Première ministre va d'abord faire une présentation et ensuite elle va faire un tour de table de l'ensemble des organisations syndicales. Et donc, chacune des 8 organisations syndicales dira ce qu'elle a à dire sur ce texte. Je pense qu'évidemment, tous nous diront que, puisque l'intersyndicale est forte depuis 3 mois, que nous ne souhaitons pas ce texte, mais chacun apportera ses arguments. Et ensuite, on verra sa réponse. Et selon sa réponse, nous prendrons notre décision. Est-ce que vous resterez unis? C'est ça la question aussi. Est-ce que si la CGT, comme l'a dit Mme Binet, la nouvelle patronne de la CGT, claque la porte au bout de 5 minutes, il n'y a plus de front syndical? Alors, premièrement, je pense que personne ne claquera la porte au bout de 5 minutes parce qu'on va tous au moins écouter l'intervention des uns et des autres. Et donc, on est 8. Mais déjà, on est 8 à parler. Donc, quand on est 8 à parler, ça ne dure pas 5 ou 10 minutes. Je pense pas. Et ensuite, oui, je suis persuadé que l'intersyndicale restera unie puisque nous sommes au moins tous d'accord sur le fait qu'il faut retirer ce texte des 64 ans. Et nous souhaitons parler de ça et uniquement de ça. Donc, je ne pense pas que l'intersyndicale soit engagée demain. Ok. Éric Revel, ça paraît mal parti. Oui, ça me conforte dans l'idée que le gouvernement a perdu la bataille de la négociation. Parce que si on écoute M. Chabagnier, c'est clair que si l'article 7 n'est pas retiré, et si on ne discute pas de nouveau autour de la table à Matignon demain, des nouveaux préambules d'une éventuelle nouvelle réforme des retraites, il ne se passera rien. Et donc, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une fois que les 8 auront parlé, normalement, vous prenez votre petite sacoche et vous quittez Matignon. Donc, ça veut dire que la négociation est quand même dans l'impasse et que cette négociation, cette bataille-là, elle est perdue par le gouvernement. Et j'ajoute le pendant, me semble-t-il, c'est que les syndicats ont, de leur côté, perdu peut-être la bataille de la communication, pas de l'opinion, de la communication. C'est-à-dire que finalement, on ne parle que maintenant de maintien de l'ordre. On ne parle plus du tout de la réforme, de l'index senior, du CDI senior, des différentes mesures. On ne parle que de maintien de l'ordre, parce que les Français veulent aussi ne plus avoir à revisionner ce type d'image auquel on a assisté à Sainte-Soline. Et donc, d'une certaine manière, il me semble que peut-être que la discussion de demain va être l'occasion pour vous, mais je vous pose la question, M. Chabagnier, de remettre sur la table les grands éléments de cette réforme des retraites, parce que sinon, pour l'instant, les Français sont peu gênés dans leur vie quotidienne, même s'il y a des problèmes d'essence, et en même temps, on a l'impression qu'on ne parle plus que de maintien de l'ordre, mais qu'on ne parle plus de la réforme des retraites. Alors, Chabagnier, CFTC. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des violences aujourd'hui, c'est une évidence, peut-être trop, et sûrement trop d'ailleurs, parce que il n'y a pas eu tant de violence que ça autour des manifestations sur les retraites. Les bassines, c'était un autre sujet, mais évidemment, ça a renfloué ces violences. Donc nous, demain, on y va clairement pour parler des retraites et parler du fond des retraites. Hier, parler évidemment de cette réforme des 64 ans, mais parler de cette réforme qui ne règle pas les injustices du système actuel et plutôt même les accentue. Parler aussi des modes de financement. Enfin, en tout cas, moi, je parle ce que va dire la CFTC. Je ne parle pas pour les autres, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut financer notre système de retraite, les 10-15 milliards, on peut les trouver sans passer par un report de l'âge légal. Donc, on va redire tous nos arguments. Et en particulier, le financement, parce que sur le volet financement, on n'a jamais pu discuter avec la Première ministre. Donc, on va dire les arguments. Après, chacun des 8 va dire ses arguments, et je ne connais pas le discours des 8. Quant au fait que tout le monde va prendre sa valise au bout de 5, 10 ou 15 minutes, vous verrez ce qui sera fait demain. Mais voilà, vous verrez demain, mais je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. Non, en tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir très envie de retirer leur réforme. Olivier Dussopt s'est exprimé à l'Assemblée nationale. Il a dit non, voilà, nous, la réforme, elle est là, elle va rester dans l'histoire et on va rester droit dans nos bottes. Ils en parlent même au passé.
Oui, elle est derrière nous. Derrière nous. Cette réforme a été adoptée. Et puis, en fait, d'ailleurs, la sémantique est très intéressante à analyser. C'est qu'à chaque fois, ils essaient de forcer un peu le cours de l'histoire, sans attendre même l'avis du Conseil constitutionnel. Ils sont déjà dans la projection. Ils listent en fait tous les sujets qu'ils aimeraient évoquer à l'avenir. Par la suite, oui. Absolument. C'est vrai qu'on a un peu Et pour vous, du coup, je pense que c'est assez désagréable. Oui, c'est désagréable. Et puis, pour nous, c'est pas très grave parce que ce soit désagréable envers nous, mais c'est surtout envers les concitoyens où c'est très désagréable. Mais moi, j'ai pas très bien compris cette réunion de demain à Matignon parce que soit il fallait la faire bien avant, quand on demandait un rendez-vous au président de la République et ça avait du sens, ou soit il fallait la faire peut-être au lendemain ou quelques jours après le rendu du Conseil constitutionnel. Parce que si c'est pour nous dire, nous, on ne bouge pas. Mais on parle de tout le reste. Alors, et puis surtout, on attend de voir ce que va dire le Conseil constitutionnel et dire les sages. À ce moment-là, autant se voir après le verdict. Bon, maintenant, quand un Premier ministre, quand un Premier ministre demande à nous recevoir, surtout quand on l'a demandé pendant des mois, on y va. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va écouter Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, qui était venu tout à l'heure rencontrer Elisabeth Borne à Matignon. Écoutez, il résume assez bien les choses en une poignée de secondes. À la fois rappeler notre détermination. Il y a aujourd'hui un blocage démocratique que tout le monde connaît. Et donc, nous sommes venus demander le retrait. Et s'il n'y a pas de retrait, il faut rendre la parole aux Français. Voilà, rendre la parole aux Français, ça veut dire éventuellement, Nathan Devers, vous qui êtes agrégé de philosophie, se tourner vers le référendum d'initiative partagée que le Conseil constitutionnel peut accorder le 14 avril prochain. Oui, le référendum, je trouve que c'est un outil qui est extrêmement intéressant, avec un danger qui est très clair, c'est que quand il y a une question fermée, une question dont la réponse peut être oui ou non, êtes-vous pour le fait qu'on garde l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans ? Voilà, exemple parfait de question fermée. Je vous signe la réponse. Hein. Voilà, et les gens répondent aussi en fonction du soutien ou du non-soutien au gouvernement. Et parfois, les questions fermées peuvent, alors pas dans ce cas-là, mais dans d'autres, donner lieu à des réponses qui sont un peu idéalistes et qui ne correspondent pas à la politique des réalités. Moi, je suis pour un référendum avec une question ouverte. Et on pourrait l'établir dans d'autres registres. C'est-à-dire dire, nous avons un problème avec le financement des retraites à échéance 2030. Il y a 4 ou 5 solutions qu'on liste. Vous avez le choix entre 4 ou 5 solutions. Voilà. Et vous imaginez une situation pareille. C'est qui fait beaucoup la chose. Mais c'est extrêmement intéressant parce que là, les gens peuvent plus voter en fonction du gouvernement. Parce que du soutien ou non au pouvoir en place, là, il y a une vraie politisation où on vote sur des idées. Le grand atout du référendum, c'est que c'est la seule élection où on vote pas sur des individus. Et moi, je trouve que les individus, c'est pas une question politique très intéressante. Et évidemment que dans une campagne présidentielle, par exemple, on parle presque davantage de la psychologie ou voire du physique des candidats que de leur programme politique de manière profonde. Alors qu'un référendum, c'est des idées. Et ça donne lieu à des campagnes de politisation. Donc c'est un sujet intéressant, mais on peut faire du référendum sans populisme. C'est ça ce que je veux dire. Je suis entièrement d'accord, mais il n'y a pas une grande culture de référendum dans notre pays, comme vous le savez. Elle est très présente en Italie, en Suisse. Chez nous, on vote contre. Voilà. Ouais. Quand on prend le référendum, il y en a très peu, mais il n'y a pas de culture de référendum, mon cher Louis Dragnel. Je pense que s'il y en avait plus, cher Laurence, eh bien, justement, les gens s'intéresseraient peut-être plus au sens de la question et un peu moins à est-ce que je suis pour ou contre le monsieur qui propose le référendum. Alors là, en l'occurrence, Cyril Chabagnier, vous êtes patron de la CFTC. Ce référendum d'initiative partagée, il y a beaucoup d'étapes avant qu'on puisse le mettre en œuvre. Il faut qu'il soit soutenu par un certain nombre de parlementaires. Ça, c'est déjà fait. Il faut 4 800 000 signatures au minimum. C'est 1/10 du corps électoral. Voilà, ça va prendre du temps si jamais ce référendum est accordé par le Conseil constitutionnel. Mais c'est une bonne idée ? Oui, c'est une bonne idée. Enfin, en tout cas, c'est la moins mauvaise. Parce que la bonne idée, ça serait de retirer le texte. Je crois vraiment que sur un sujet qui concerne tout le monde, et on voit, tout le monde s'intéresse aujourd'hui aux retraites, s'il y a un sujet sur lequel le RIP, donc ce référendum d'initiative partagée, peut aboutir, s'il y a un sujet sur lequel les 4,5 ou 4,8 millions de signatures, on peut les obtenir, c'est bien sur ce sujet des retraites. Après, toute la difficulté, ça va être de... La question, quelle question on va poser à travers ce RIP ? Ben voilà, je vous le dis, 62 ans. C'est une bonne question sur laquelle je pense que la réponse serait assez facile d'obtenir. 70 et 80% de oui. Voilà, mais en tout cas, c'est de donner en effet voilà, au peuple le fait de pouvoir se prononcer. Et de pouvoir se prononcer, je suis d'accord, sur des idées. Et ça peut être intéressant d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais demandé quel mode de financement les Français souhaitaient pour le système de retraite. Et ça serait intéressant de savoir. Je ne suis pas certain que le report de l'âge légal serait la solution qui arriverait en tête. Non, mais il faudrait d'abord faire un grand effort de pédagogie pour expliquer les différentes possibilités, capitalisation, réforme universelle, réforme à point. Là, il va falloir que vous alliez un petit peu sur les plateaux de beaucoup.
messieurs les syndicalistes. Encore plus. Encore plus. Non, mais ça serait quand même intéressant d'être sur le fond et de ne pas être simplement Peut-être sur que si à des, ce sur des rythme, postures. ça sera l'occasion. Jean-Christophe Couvi, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ces questions-là, en fait, je pense que l'exécutif aurait dû se les poser avant, tout simplement. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'était pas un dialogue social, on est habitué au monologue social. Et à chaque fois, on nous impose des idées, alors on nous fait venir, on a des réunions, on nous fait des beaux placards sur les tableaux en disant, voilà, regardez comment on va organiser la réforme des retraites. Nous, on donne, enfin, je parle truchement des secrétaires généraux, mais encore une fois, on leur donne des arguments. Et à la fin, on dit, ouais, OK, on se les met dans la valise et on en reparle plus tard. Mais en fait, on sait très bien que ça, jamais on en reparlera. Et c'est comme ça qu'on enterre effectivement des propositions. Et après, on se dit, mince, bah là, on est passé un peu en force. Zut, comment on fait marche arrière? Et c'est compliqué, voilà. Mais je pense que le match est pas terminé, le match est pas plié. Et de toute façon, les Français, même au rugby, on a toujours démontré que dans les dernières minutes, des fois, on marque l'essai du siècle. Alors, pourquoi pas, hein. Et moi, je suis persuadé que ça va un peu bouger aussi. Bon, voilà. Nathan Dever, un petit mot avant Éric Revel? Oui, et d'autant, en plus, que ce que vous dites est d'autant plus vrai que la jeunesse du macronisme, pourquoi ça s'appelait En Marche? Parce qu'ils avaient fait cette grande marche. C'était un peu démagogue, hein, mais ça avait une certaine beauté de dire on va aller dans les villages, dans les villes, et on va toquer aux portes et on va demander aux gens quelles sont leurs idées pour la France. C'était ça l'idée de la marche. Et là, on est dans une situation totalement inverse. On se demande où sont les jambes, où sont les marcheurs, où sont les routes, où est cette écoute. Et des idées, il y en a. Des idées, il y en a. Je pense que par capillarité, et on l'a vu dans cette contestation contre la réforme, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus en disant il y a des alternatives, il y a l'augmentation des cotisations patronales, salariales. Enfin, on va pas refaire le débat. On l'a vu, il était de très belle qualité. Et il y a en face une grande surdité. Donc, il y a en quelque sorte une contradiction entre le macronisme originaire et le macronisme d'aujourd'hui. Contradiction dont un des symptômes est le fait que Emmanuel Macron était l'un des meilleurs opposants au report de l'âge légal dans la fameuse interview où il disait que c'était une absurdité. Si on l'a pas vu 100 fois, qui sont en Monsieur marche Chabanier. aujourd'hui. Quand on a 3 millions de personnes, plusieurs millions qui sont dans la rue à nous accompagner derrière nous depuis 10 manifestations, je crois que ceux qui sont en marche, ce sont les syndicats. Vous pensez qu'il y aura du monde dans la rue le 6 avril où les gens commencent à s'essouffler, à votre avis? Il y aura du monde. Nos prévisions sont à peu près équivalentes à celles de la dernière fois. Oui. Alors, Éric Revel. Parmi les pistes, je suis étonné que M. Chabanier n'en parle pas. Je ne sais pas si la CFTC la soutenait, cette piste, mais il y avait l'augmentation des salaires des femmes. On a un des écarts en France les plus importants, 15%. Je crois que l'Allemagne fait un peu moins bien que nous, et sinon c'est la Lettonie. Mais il y a un événement d'actualité qui est fort. Alors, je n'ai pas de conseil à donner, mais qui est intéressant, c'est que le Parlement européen vient de voter une directive qui devrait être transposée dans le droit français dans 3 ans, qui est d'atteindre le plus rapidement possible, sous peine d'amende ou de contrainte pour les entreprises, une égalité entre le salaire des hommes et des femmes. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info, mais c'est intéressant parce que précisément, si les salaires des femmes, dans un rêve absolu, récupéreraient les 15% d'écart qu'elles ont en moyenne en France avec le salaire des hommes, alors ça ferait des milliards d'euros de cotisations supplémentaires. Mais ce sont les 2 premières propositions que nous avons faites. C'était l'égalité salariale femmes-hommes, plusieurs milliards, et la deuxième mais là, qui était l'emploi de transposer une directive. Bien sûr, et la deuxième qui était l'emploi des seniors, puisque si on sait qu'il y a 10-15% de seniors qui arrivent à la retraite en activité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, enfin en plus qu'aujourd'hui, c'est 10 milliards qui rentrent dans les caisses. Donc rien qu'avec ces 2 mesures-là, on n'aurait plus de déficit de notre système par répartition. Et les entreprises, comment elles font avec tout ça? Est-ce que ce sont des mesures qui pèseront sur leurs épaules uniquement? Mais pas forcément uniquement sur l'emploi des seniors. Enfin, moi, c'est assez surprenant quand on fait des réunions avec le patronat. Il passe à chaque fois 20 minutes à nous expliquer qu'il n'y a rien de plus important qu'un senior, qu'il a l'expérience, qu'on peut faire le tutorat pour les jeunes, que c'est une qualité incroyable. Donc j'ai un peu de mal à comprendre qu'avec un tel discours qu'on me fait pendant 20 minutes, derrière, on fasse en sorte de les dégager dès qu'ils ont 59 ans. Donc je pense que ça serait plutôt positif. Je dis 59 parce que c'est là où c'est le pic. Vous êtes gentil parce que c'est souvent 55. 59, c'est vraiment le moment de l'explosion. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans de chômage derrière et que 3 ans, ça mène à 62. Ça mène à la retraite. Et l'égalité salariale, mais ça fait longtemps qu'on le demande, ça fait longtemps qu'on doit le faire. C'est vrai que là, ça va être accéléré par cette directive européenne, mais ces 2 mesures-là, on règle au moins le déficit, j'allais dire au moins du secteur privé. Bon. Et au moins, c'est réglé avec ça. Louis Dragnel, une petite question politique. Là. Je disais qu'Elisabeth Borne était fragilisée. Elle doit mener des discussions qui sont assez incertaines, dont l'issue est incertaine. Est-ce qu'elle est carbonisée, pour reprendre les mots de Marine Le Pen? Alors, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron lui a confié une mission quasiment impossible. La mission principale, c'est d'élargir sa majorité. Donc, déjà qu'aujourd'hui, la majorité
n'est pas très séduisante, elle va l'être encore moins dans les prochains jours. Donc la grande difficulté, c'est qu'il faut qu'elle récupère, qu'elle ramène dans la majorité des gens qui viennent du Parti socialiste, qui sont compatibles éventuellement avec la ligne d'Emmanuel Macron, et de l'autre côté, les Républicains. Mais globalement, mais qui ne veulent pas. Vous écoutez Éric Ciotti, vous écoutez Olivier Marleix. Bruno Retailleau, c'est un non ferme et définitif. Bon, après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Et quant à la gauche, globalement, elle pilonne le gouvernement sans discontinuer depuis le début de la réforme des retraites. Donc déjà, cette mission qu'Emmanuel Macron lui a confiée, d'ailleurs, il a dit « j'espère qu'elle réussira, cette mission ». C'est-à-dire qu'il n'était même pas certain qu'elle pouvait la réussir. Ça donne parfois l'impression qu'il l'a mise un peu de lui-même dans ce piège-là, pour la contraindre en fait à renoncer et éventuellement à changer de Premier ministre autour de l'été. Et je pense que dans la tête d'Emmanuel Macron, il n'y a pas d'urgence à changer de Premier ministre. Là d'ailleurs, il décolle pour la Chine demain. Ensuite, il ira aux Pays-Bas. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans son agenda. Donc on sent, il veut montrer que c'est pas son obsession du moment. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la situation politique à l'Assemblée nationale ne lui permet pas d'avancer. Il peut pas gouverner, en fait. Non, mais c'est ça qui est très compliqué. Donc, avec des majorités de circonstances, il va aller un coup voir les LR, un coup voir le PS, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet politique. Vous pouvez pas dire, par exemple, je prends l'exemple de l'immigration. Vous pouvez pas dire, bon, bah, le PS, on va voter les régularisations, et la gauche, allez-y, hein, c'est votre texte, allez, venez, et demander la régularisation des sans-papiers. Je disais quoi, pardon? Non, vous n'avez pas précisé. Et de l'autre côté, tiens, on va appeler les LR et le RN, vous voulez expulser plus, allez-y. Non, mais en fait, ça n'a aucun sens, parce qu'en plus, c'est vraiment, je pense, prendre un peu les gens pour des idiots, parce que ça veut dire qu'en fait, c'est pas un projet commun. Non, mais on peut pas d'un côté dire on régularise plus, et de l'autre côté, on expulse plus. Enfin, c'est un non-sens absolu. Et je pense que, je prends cet exemple-là, parce que c'est le plus évident, c'est celui qui s'est posé au gouvernement de manière très rapide, et sur tous les sujets, ça va être comme ça. Et vous pouvez pas faire, voilà, découper, saucissonner les textes sans fin. Donc, on a beaucoup de mal à voir, franchement, comment est-ce qu'Emmanuel Macron peut encore gouverner. Et puis, il vient d'être... C'est pas la question que d'Elisabeth Borne, c'est au-dessus pour vous. Bien sûr. En fait, changer Elisabeth Borne aujourd'hui, d'un point de vue tactique, ça n'a aucun intérêt. Vous la remplacez par qui? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que l'arrivée de quelqu'un d'autre, qui que ce soit, permet une évolution de la situation politique? Est-ce que Emmanuel Macron est plus en mesure de gouverner ou pas? Aujourd'hui, dans la Macronie, quand vous parlez avec les ministres, ils vous disent nous on n'a pas la solution. Et ils la cherchent, la solution. Ils sont pas en train de préparer des scénarios incroyables. Ils cherchent juste une solution. Et pour l'instant, ils attendent que le temps passe. Un jour suit un autre. Emmanuel Macron consulte. Ils espèrent que les syndicats vont se diviser. Ils espèrent que la gauche va se diviser. Et que ça s'appelle le pourrissement, en fait. Et que à la fin, peut-être que la poutre va bouger, peut-être que la configuration politique peut évoluer. Jean-Christophe Couvi. Mais en fait, il manque Tom Cruise et on a le prochain scénario de Mission Impossible. Voilà. Oui. Bon. Quel cinéma. Monsieur Chabagnier, le fait qu'il y ait Elisabeth Borne ou une autre première ministre ou un autre Premier ministre, ça changerait rien du tout? Non, c'est pas la question pour nous, c'est pas une question de personne, c'est une question de texte. Donc, encore une fois, l'intersyndicale se bat pour faire tomber ce texte des 64 ans et cette réforme des retraites. On ne se bat pas pour faire tomber un Premier ministre ou un gouvernement. C'est peut-être le combat de certains politiques, mais c'est pas le combat de l'intersyndicale. Donc, je ne crois pas que ça changerait quoi que ce soit. Et je pense d'ailleurs que le seul qui peut dire oui ou non au retrait du texte, c'est le président. On sait très bien que c'est lui qui décidera à la fin. Éric Revel? Oui, on voit. Moi, je trouve toutes les limites du en même temps. En fait, oui, non, mais c'est ça politiquement. J'allais dire le piège se referme. Ça a été un coup de génie politique absolu d'Emmanuel Macron pour son élection de faire voler en éclats les fameux clivages droite-gauche. Et puis aujourd'hui, le en même temps, quelle que soit la direction dans laquelle on va, il se heurte au mur des réalités politiques d'un pays qui, en fait, est un pays dans lequel il y a une gauche et une droite. Et ce qui est pire, à mon avis, pour le bilan politique du en même temps, c'est qu'au-delà du fait qu'il est endigué, qu'il ne peut plus bouger, qu'il est ligoté de toutes parts, il fait croître les extrêmes. Ça va être ça, le bilan politique du en même temps. Et le bilan social, il risque d'être extrêmement maigre aussi. Donc je suis pas sûr que ce qu'on appelle un coup de génie politique dans l'histoire politique du pays restera sous cette domination. Nathan Devers, un mot. Oui, c'est vrai. Peut-être que déjà, quand Emmanuel Macron a été élu, beaucoup se demandaient si peut-être que le clivage droite-gauche était mort.
Moi, il me semble quand même que plus le temps passe et plus, en fait, on découvre que non seulement ce clivage existe encore, mais peut-être qu'il est beaucoup plus opérant et significatif que le clivage nationaliste versus mondialiste, que deuxièmement, si on applique ce clivage, aujourd'hui, la majorité relative du gouvernement est évidemment une majorité de droite. Enfin, je veux dire, je pense que c'est très clair, de centre-droit, si l'on veut, et que, à cet égard, la question qui peut se poser absolument sans jouer au devin, le sujet n'est pas là, mais pour rebondir sur ce que disait Éric, c'est que, en tout cas, c'est vrai qu'ils font toutes les conditions d'une augmentation, voire malheureusement peut-être d'une victoire ou d'un très bon score de l'extrême droite, que ça prenne le visage du Rassemblement national ou d'un autre. Parce que si vous voulez, quand vous avez été élu 2 fois, c'est la première fois qu'un président de la République est élu 2 fois au second tour, les 2 fois contre l'extrême droite. Ça veut dire que c'est vraiment pas un vote d'adhésion, c'est uniquement un vote de barrage républicain. Les électeurs, à part son bloc du premier tour, les électeurs qui ont voté pour lui au deuxième tour, c'était exclusivement pour ça. Et qu'on n'en tient absolument pas compte pendant la durée du mandat, eh bien on crée quand même un climat qui est malheureusement dangereux. Et je pense que les gens sont en train de s'en rendre compte de plus en plus.